Normalement, à l'heure qu'il est, là, quand sortira la vidéo, je serai en vacances en Italie. Enfin, avant d'enchaîner avec la première semaine des Jeux à Lille. J'ai trop hâte. Mais j'allais pas non plus vous laisser seul trop longtemps, j'ai bien trop peur que vous m'oubliez pour ça. Alors avant de partir, là, je vous ai préparé un petit guide sur les Jeux Olympiques, avec tout ce qu'il faut savoir sur le basket en 5-5 masculin pour cette compétition. Le format, la présentation des groupes, les forces en présence, les joueurs à suivre, mes pronostics, vous aurez absolument tout. J'espère juste que depuis que ma vidéo a été tournée, il n'y a pas eu trop de changements dans les rosters ou trop de blessures qui pourraient changer la donne. J'essaierai autant que possible dans un commentaire épinglé de vous afficher les updates s'il y en a. Mais bon, on va croiser les doigts, des blessures, on n'en veut pas, et nous, on y va pour ce petit guide des JO. Bon, on ne va pas le cacher, ce tournoi olympique de basket masculin, en 5-5, sur le papier, promet d'être le plus ouf que l'on ait jamais vécu. J'ai eu beau vivre mes premiers JO en 92 à la télé quand j'étais gamin, je n'ai jamais été aussi hypé. Parce que là, non seulement Team USA sur le papier est certainement plus forte que jamais, mais en plus de ça, les 11 adversaires qu'elle aura en face arriveront armés jusqu'aux dents. Et je parle même pas encore de la France, qui bien évidemment sera à suivre pour voir les grands débuts de Wemby sur la scène internationale. Non, j'ai trop hâte, accrochez-vous bien messieurs dames, le spectacle promet d'être mémorable. Mais bref, avant de rentrer avec plus de détails dans ce sujet-là, expliquons comment ça va se passer un petit peu pendant ces JO, le basket en 5-5. Pour ce tournoi, rien de sorcier au premier abord, les 12 équipes sont réparties en 3 groupes de 4. Au sein de chacun de ces groupes, toutes les sélections s'affrontent à une reprise, en mode round robin. À la fin du premier tour, chaque équipe aura donc disputé 3 matchs. Si vous avez l'habitude de suivre les compétitions sportives internationales, ici vous n'apprendrez rien, mais c'est la suite qui est peut-être plus complexe. Car oui, à l'issue de cette phase de poule, les 2 premiers de chaque groupe seront automatiquement qualifiés. Ensuite, la FIBA qualifiera les 2 meilleurs troisièmes, avant de procéder à un autre tirage au sort, pour l'écart. En fonction de leurs résultats en poule, les 8 sélections qualifiées seront réparties en 4 chapeaux, A, B, C et D. 2 équipes du même chapeau ne peuvent pas être du même côté du tableau. Les meilleurs troisièmes, eux, seront automatiquement reversés dans le chapeau D. Le hasard déterminera ensuite, en fonction de cette répartition, l'adversaire de chaque équipe pour l'écart. Autant dire que si l'équipe de France veut éviter les États-Unis jusqu'à la finale, il y a tout intérêt à terminer dans le chapeau A. À part ça, comme dans toutes les compétitions internationales, les règles du tournoi suivent celles de la FIBA, avec quelques différences notables par rapport à la NBA. Les matchs se déroulent en 4 quarts-temps de 10 minutes chacun, et chaque joueur est limité à 5 fautes personnelles avant d'être disqualifié, et non 6. La ligne des 3 points est plus proche, 6,75 m contre 7,24 m en NBA. Le nettoyage de cercle est permis, et il n'y a pas de violation des 3 secondes défensives, ce qui peut inciter à pratiquer le basket légèrement différemment de comment il est pratiqué en NBA. À côté de ça, la phase de poule se déroulera à Lille, dans le stade Pierre-Mauroy, avant que pour la phase finale, les 8 équipes qualifiées migrent vers Paris et l'Accor Arena. L'ambiance qu'il pourrait y avoir dans cette salle de 15 000 places chargée à bloc promet déjà d'être sacrément cool pour les spectateurs. Déjà, ça fait un bon tour, que dire de plus? Si, parmi les 12 équipes qualifiées, la France, en tant que pays organisateur, l'a été d'office. Ensuite, lors de la Coupe du Monde de l'été dernier, 7 pays, en fonction de leur classement et de leur continent, ont également obtenu leur sésame. 4 tournois de qualification olympique à travers le monde ont ensuite permis à l'Espagne, à la Grèce, au Porto Rico et au Brésil de rejoindre l'aventure. Je pense qu'au niveau des infos, on est pas mal là, non? Alors passons au gros du sujet, la présentation des équipes. Commençons par le groupe A, qui est d'ores et déjà surnommé le groupe de la mort, à très juste titre. Canada, Australie, Espagne, Grèce. Boum, bon courage pour savoir qui va s'en sortir sans laisser des plumes. Première équipe dont je vais parler, le Canada, qui est en pleine ascension dans le basket international. La récente médaille de bronze obtenue lors de la Coupe du Monde 2023 est là pour en témoigner. Shai Gilgeous-Alexander, deuxième au classement du MVP l'an dernier en NBA, est le moteur de cette équipe. La superstar, avec des capacités exceptionnelles en 1 contre 1 et dans le jeu en pénétration. Son impact sera à coup sûr crucial pour la sélection canadienne. Aux côtés de SGA, on retrouvera Jamal Murray, champion NBA 2023 avec Denver, qui revient après son absence lors de la dernière Coupe du Monde et qui apportera un complément hyper dynamique à Shai sur le backcourt. Le Raptor R.J. Barrett, quant à lui, complète ce trio et apportera ses qualités athlétiques et sa polyvalence. Il y a clairement beaucoup de talent dans cette team et ça peut vraiment permettre aux Canadiens d'espérer quelque chose de gros dans ces Jeux Olympiques. En termes de star power, l'équipe est armée et outre les 3 noms que l'on a déjà évoqués, Dillon Brooks, Luguentz Dort, Kelly Olynyk, Dwight Powell ou encore Trey Lyles, Khem Birch et Nickeil Alexander-Walker viendront eux aussi représenter la NBA dans ce roster. Le principal défi pour le coach Jordi Fernandez sera probablement sa rotation au poste de pivot. Les postes 5 présents dans le roster, comme Olynyk ou Powell, sont tous référencés, mais dans le tournoi, d'autres afficheront un CV bien plus fourni qu'eux. Zach Edey, 2,24 m, aurait potentiellement pu combler cette lacune, mais pour le moment, il se concentre sur sa saison rookie avec les Grizzlies suite à sa draft. Malgré ce petit manque de taille, le Canada compensera avec une défense super solide au périmètre, menée par Dillon Brooks et Lou Dort. Et à côté de ça, je suis persuadé que leur style de jeu rapide pourrait poser des problèmes à n'importe quel adversaire. Ensuite, l'Australie, médaillée de bronze lors des derniers Jeux Olympiques. J'aime vraiment le mix de jeunesse et
d'expérience que présente le roster. Josh Giddey, tout juste transféré chez les Bulls en NBA, est un super playmaker, et malgré son absence de défense, sa vista peut changer le cours d'un match. Patty Mills et Joe Ingles, présents pour leur 5e Jeux Olympiques, eux, apporteront l'expérience nécessaire pour guider cette équipe. Maintenant, bien sûr, attention quand même au vieillissement de certains cadres. Mills et Ingles, même s'ils peuvent se surpasser dans le basket FIBA, sont désormais loin de leur prime, et même si l'équipe est riche en talent NBA, comme Dante Exum, Matthew Della Vedova, Josh Green, Dyson Daniels, Jock Landale ou Diop Reese, la cohésion du groupe sera primordiale. Heureusement, Brian Goorjian est un coach expérimenté, et il devrait être en mesure de tirer le meilleur de son effectif. Si les vétérans arrivent à tenir le rythme, les boomers, qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, peuvent faire pas mal de dégâts dans cette compétition. Troisième équipe de ce groupe A, l'Espagne, une force constante dans le basket international, on ne le sait que trop bien, et surtout une équipe toujours prête à défier les plus grosses nations. Les frères Hernan Gomez, avec leur expérience NBA, seront toujours des piliers à l'intérieur, tandis que Santi Aldama apporte une touche de jeunesse et d'explosivité. À côté d'eux, les cadres que l'on connaît, comme Rudy Fernandez, Sergio Llull, ou même le naturalisé Lorenzo Brown, qui avait été si performant lors de l'Euro 2022. Leur alchimie et leur vécu collectif pourraient poser pas mal de problèmes aux autres équipes dans cette compétition, surtout avec aux manettes un coach comme Sergio Scariolo. Maintenant attention, si ces Espagnols peuvent agir comme un poil à gratter, face à toutes les équipes de ce tournoi, la sélection encaisse encore peu à peu le départ à la retraite des cadres de la génération dorée, et est encore en pleine transition. Après le titre gagné à l'Euro, la dernière Coupe du Monde a montré que l'équipe avait peut-être désormais pas mal de retard en termes de talent sur certains de ses concurrents. Cependant, vous connaissez l'adage, toujours se méfier des Espagnols dans le basket international. Et même si l'équipe par le passé a présenté des effectifs bien plus prometteurs, il serait trop imprudent de trop vite enterrer la sélection de Sergio Scariolo. Et enfin, pour terminer dans ce groupe, la Grèce, du Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, 2 fois MVP en NBA. Sa capacité à dominer des deux côtés du terrain fait de lui une menace constante pour les adversaires, aussi bien en FIBA que dans la Grande Ligue. Cependant, en dehors de Giannis, la Grèce manque quand même de talent de niveau NBA, ce qui pourrait limiter la marge de manœuvre de Vassilis Spanoulis au coaching. Certains cadres comme Calates, Papanicolaou ou Papagiannis sont toujours là, certes, et le naturalisé Thomas Walkup a été très bon lors du TQO. Cependant, à mes yeux, cette sélection semble manquer de profondeur pour pouvoir rivaliser avec les meilleures nations de ces JO. Voilà pourquoi, si je faisais un pronostic pour le groupe A, je mettrais le Canada en tête. Avec leur talent brut et leur jeu rapide, ils semblent les mieux placés pour terminer avec la première place du groupe. Ensuite, je pense que l'Australie peut terminer à la 2e place. J'aime beaucoup ce mix de jeunesse et d'expérience dans l'effectif. C'est ainsi que j'imagine l'Espagne finir en 3 et être en lutte pour décrocher une qualif en quart. Enfin, la Grèce est très prometteuse elle aussi et peut clairement viser la première place de ce groupe. Cependant, à ce jour, j'ai tendance à placer la sélection hellène en 4. Je la trouve trop Giannis dépendante pour terminer plus haut dans ce groupe de la mort. Donc groupe A selon moi, 1 Canada, 2 Australie, 3 Espagne, 4 Grèce. Passons donc au groupe B désormais, celui de la France, mais aussi celui de l'Allemagne, du Japon et du Brésil. La France, pour commencer, j'en ai largement parlé dans une vidéo dédiée, est sans doute l'une des équipes les plus redoutables de ce tournoi. Après une déception majeure lors de la Coupe du Monde 2023, les Bleus ont soif de revanche et l'arrivée d'Wemby dans le roster semble pouvoir porter tout ce groupe, qui sera encore et toujours coaché par Vincent Collet. Maintenant, je vais pas revenir en détail sur les points forts et les points faibles de cette sélection. Tout ça, vous pourrez aller le voir dans ma vidéo. Cependant, ce que l'on retiendra, c'est qu'autour de Rudy Gobert et de Victor Wembanyama, la France pourrait disposer de l'un des meilleurs secteurs intérieurs de la compétition. À côté de ça, l'absence d'un vrai créateur offensif avec des joueurs comme Evan Fournier et Nando De Colo, qui en ce moment ne semblent pas forcément au top, est réelle. Les difficultés montrées en préparation, même si elles font partie du jeu, ne peuvent pas être mises de côté. Il faudra voir donc quelle solution Vincent Collet nous réserve pour dealer au mieux avec cette situation. Maintenant, avec le soutien attendu massif du public français, cette équipe vise forcément une médaille, du métal le plus précieux si possible. Si les Bleus arrivent à se surpasser à domicile dans cette espèce d'élan de motivation que Victor Wembanyama peut provoquer, ils peuvent nourrir de grosses ambitions pour ces jeux. Mais rien ne sera simple pour les tricolores, car dans leur poule, ils auront entre autres l'Allemagne, championne du monde en titre en 2023. L'équipe à nouveau sera drivée par le duo Dennis Schröder-Franz Wagner, et coachée de main de maître par Gordy Herbert. J'aime également que dans la raquette, il y ait des joueurs robustes comme Daniel Theis, Johannes Voigtmann ou Moritz Wagner, tandis qu'autour d'eux, des artilleurs comme Andreas Obst peuvent se régaler à longue distance. Ajoutons à ça l'explosivité d'Isaac Bonga et les qualités de Maudolo sur les postes arrière, et oui, il y a des armes dans ce roster. Cette équipe sur le papier, ce n'est peut-être pas la plus forte de ces jeux, mais en termes de complémentarité et d'alchimie, dans le jeu FIBA, avec les Allemands, on a de sacrés clients. Il pourrait donc être un adversaire redoutable en compétition face aux Français dans la phase de groupe, puis ensuite face à n'importe qui dans la phase éliminatoire. Ensuite vient le Japon, considéré logiquement comme l'outsider du groupe, vu qu'il s'agit de l'une des sélections avec le moins d'expérience dans les grosses compétitions internationales. Dirigé par Tom Ovas, cette sélection mise sur la présence de la star de l'équipe Rui Hachimura, joueur des Lakers pour s'affirmer. Lors des Jeux de Tokyo à la maison, il avait été excellent, à lui maintenant de confirmer ses bonnes perfs après une absence lors de la dernière Coupe du Monde. Aux côtés d'Hachimura, Tom Ovas a décidé de sélectionner des joueurs rapides ou adroits, à l'image de l'autre NBAer, Yuta Watanabe. Des jeunes prometteurs comme Yuki Kawamura ou Keisei Tominaga pourraient également apporter un vent de fraîcheur à cette team qui arrivera à Tokyo avec tout à gagner. Si la sélection asiatique arrive ne serait-ce à gagner qu'un seul match dans cette compétition, ce sera déjà une réussite, et pour ça,
ça, potentiellement, les Brésiliens semblent pouvoir être des adversaires à leur portée. Ouais, l'équipe a décroché son billet lors du TQO en battant la Lettonie, et portée par Bruno Caboclo, la sélection sud-américaine peut nourrir de vrais espoirs pour potentiellement créer la surprise face à certaines équipes. Bruno Caboclo, joueur du Partizan, que l'on a pu apercevoir il y a quelques saisons du côté de Limoges, c'est une sélection avec le 20e choix de la draft en 2014 et 7 saisons passées en NBA. Très fort lors du TQO, il sera accompagné notamment par l'indéboulonnable Marcelinho Huertas, 41 ans, et d'autres joueurs de qualité comme Raúl Neto, Iago Santos, Léo Mendel ou encore Christian Felicio. Malgré ça, en termes de talent, je pense que ce sera difficile pour eux d'exister vraiment dans un tournoi si compétitif. D'ailleurs, dans ce groupe, si je dois faire mon pronostic, je mets la France en 1 a priori. Avec Wemby, ça doit pouvoir taper l'Allemagne, que je mets en 2. C'est ensuite que vient ma surprise. Je crois aux Japonais pour faire preuve d'une grosse envie, d'une grosse motivation, et pour battre les Brésiliens sur une rencontre. Je les mets donc en 3, même si à mon avis, ce sera quand même chaud pour décrocher un ticket pour l'écart, tandis qu'avec cette défaite, le Brésil fermerait la marche avec une place numéro 4. Alors ne nous arrêtons pas en si bon chemin, et terminons avec le groupe C, celui des États-Unis. Bon, les concernant également, je ne vais pas parler d'eux pendant des heures. Vous retrouverez toutes les infos qu'il vous faut concernant cette équipe dans une vidéo dédiée là aussi. Ce que l'on retiendra, c'est que USA Basketball a limite envoyé ce qui pouvait se faire de mieux en termes de roster pour ces JO. Entre LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry et j'en passe, les légendes seront tout au rendez-vous, et cet effectif de Team USA paraît juste démentiel. Bien sûr, des choses seront à régler, comme l'adaptation au jeu FIBA, le coaching de Steve Kerr, ou encore l'âge et les risques de blessure de certaines pièces majeures du roster. Ceci dit, ces inquiétudes semblent plus que minimes par rapport à toutes les certitudes que peut apporter cette équipe. Team USA part comme le grand favori de ce tournoi, et on le comprend. N'importe quel joueur de l'équipe serait limite une superstar dans n'importe quelle autre sélection. Mais attention, parce que comme je le disais lors de la vidéo que j'ai faite sur Team USA, pour le premier match de leur tournoi, ils affronteront la Serbie. Et s'il y a un match à prendre face aux US dans cette compétition, c'est peut-être bien celui-ci. Parce que oui, la Serbie est un autre poids lourd de ce groupe, et avec Nikola Jokic de retour dans l'équipe, ils sont prêts à faire de très grosses vagues. Triple MVP de la NBA, et déjà légendaire, il est juste l'un des joueurs les plus polyvalents et intelligents du basket mondial. Sa capacité à jouer pour lui, mais aussi à sublimer le jeu des autres grâce à sa vision de jeu et ses passes, feront du pivot un atout primordial pour la sélection de Svetislav Pešić. Son association avec le scoreur Bogdan Bogdanovic, qui lui aussi est un arrière référencé en NBA, promet également de faire de gros dégâts. Autour d'eux, en plus, que des joueurs sérieux, comme le basket serbe sait les produire. La force de l'équipe résidera probablement dans le jeu collectif et la façon qu'aura Jokic de trouver ses coéquipiers. La sélection manque peut-être de profondeur quand on compare l'effectif à celui de certains rivaux, mais ça n'empêche pas les Serbes de rester un concurrent très sérieux. Ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient atteindre la finale de la Coupe du Monde sans Jokic, avec lui, ils seront encore plus dangereux. Alors je le disais, peut-être qu'à froid, en début de tournoi, ils auront une toute petite chance face aux US, mais pour ça, va falloir sacrément s'accrocher. Parce qu'après, je ne vais pas mentir, je ne vois pas du tout les deux autres équipes de ce groupe pouvoir faire douter les Quinry. Mais bon, sait-on jamais, parmi elles, Porto Rico, qui fait son retour aux Jeux Olympiques après une absence de 20 ans et une victoire mémorable contre les US en 2004, qui est encore fraîche dans les mémoires. Nul doute que José Alvarado et ses potes vont avoir à cœur de rééditer un tel exploit 2 décennies plus tard. Alvarado d'ailleurs, ça va être le joueur clé de cette équipe. Sa défense coriace, sa rapidité et son scoring le rendent indispensable dans les rotations de Nelson Colon. Tremont Waters, de son côté, a été crucial lors du tournoi de qualification olympique et apportera sur la table un scoring et une création nécessaires pour pouvoir rivaliser avec les autres nations. Chris Ortiz et Davon Reed pourraient également apporter leurs qualités individuelles respectives à cet effectif. Puis les forces principales de cette sélection, c'est l'énergie, la combativité, ça l'a toujours été et ça s'est encore vu lors du TQO. José Alvarado est l'incarnation parfaite de cette mentalité portoricaine. Le fait qu'à tous les matchs, tous les joueurs donnent 200% fait de Porto Rico une sélection en mesure de créer la surprise face à des équipes réputées plus fortes. Mais de là à battre les États-Unis, peut-être pas quand même. Les Américains, et notamment LeBron, qui était présent en 2004 lors de la défaite, auront à cœur de prendre leur revanche. Enfin, épouvantail de la compétition, le Soudan du Sud, équipe émergente qui vivra ses premiers jeux, un accomplissement notable pour cette jeune nation. Carlik Jones, qui a brillé lors de la Coupe du Monde avec sa capacité à distribuer et à marquer, sera le meneur de cette équipe. Nouni Omot, avec son adresse au tir, devrait lui aussi, a priori, obtenir un rôle important. De leur côté, Wenyan Gabriel dans la peinture et Marial Chayok sur le backcourt seront des cadres de l'effectif. De plus, à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne connaît pas encore les sélectionnés pour les JO, mais la présence possible de Bol Bol avec son profil de licorne, ses capacités défensives et son tir extérieur pourrait ajouter une dimension supplémentaire au jeu de la sélection soudanaise. Et en vrai, ça peut être vraiment cool de voir ce que ça peut donner Bol Bol dans un contexte FIBA. Quoi qu'il en soit, j'aime que la fédération ait pris le basket au sérieux ces dernières années et essayé de construire l'effectif intelligemment. Au coaching, Royal Ivey est un tacticien référencé qui a une grosse expérience en tant qu'assistant NBA et qui officie actuellement pour les Rockets après avoir passé 10 ans dans la grande ligue en tant que joueur. Il sera aux manettes d'une équipe athlétique qui peut faire preuve de beaucoup d'énergie sur un terrain de basket. Cependant, je ne le cache pas, tenir la dragée haute aux meilleures nations pendant tout un match de 40 minutes, ce sera quand même compliqué pour ce Soudan du Sud. Une petite victoire aux Jeux Olympiques face à Porto Rico, pourquoi pas, serait déjà historique. Du coup, pour mon prono dans ce groupe C, pas de surprise. En 1, je mets les États-Unis, car même si un faux pas en début de tournoi est possible, je n'y crois pas. En 2 vient la Serbie,
Serbie, qui me semble largement supérieure aux deux autres équipes du groupe. Et enfin, en 3 vient Porto Rico, qui à mon avis possède des qualités de jeu supérieures à la sélection soudanaise, qui du coup termine en 4. Bon voilà, on a mes pronostics groupe par groupe, mais est-ce que je vais vous laisser comme ça? Absolument pas. Il va falloir que je vous livre un pronostic plus global quand même, pour que ce soit intéressant. Mais le truc, c'est qu'avec ce format et cette idée de tirage au sort, même si on connaît le classement des groupes, impossible d'imaginer déjà et d'anticiper les duels qu'il y aura en quart de finale. Là, à la limite, la seule chose que l'on peut essayer de prévoir, c'est quels seront les meilleurs troisièmes entre le Japon, Porto Rico et l'Espagne. Dans cette configuration, j'aurais tendance à qualifier l'Espagne et Porto Rico et à mettre de côté le Japon, ce qui nous donnerait nos 8 qualifiés pour l'écart. Sauf que maintenant, comment on fait pour pronostiquer vu qu'on ne connaît pas du tout les résultats du tirage au sort à l'avance? J'aurais pu essayer de le faire, mais plutôt que de vous proposer un bracket totalement aléatoire, j'ai décidé de faire autre chose, de procéder autrement, en vous montrant, en vous dévoilant une sorte de power ranking, comme ils font souvent aux États-Unis. L'idée donc, c'est de garder les 8 qualifiés et de les classer de 8 à 1, selon qui, selon moi, a le plus de chances de remporter la médaille d'or, ou alors l'argent si vous estimez que la médaille d'or est déjà jouée. Et ce qui est fou, c'est que dans ce power ranking, je ne vais même pas mettre la Grèce, car selon mes pronostics, Yanis et ses potes seraient éliminés dès la phase de poule dans le groupe de la mort. Cependant, si les Grecs se qualifient, ils peuvent décemment envisager une place sur le podium de cette compétition, c'est dire le niveau de ces jeux. Mais bon, restons plutôt focus sur les 8 équipes qui, selon moi, disputeront l'écart. Et pour moi, celle qui a le moins de chances de remporter l'or, c'est Porto Rico. Cette team autour de Ross et Alvarado, elle est attachante, et elle peut être super surprenante, c'est sûr. Cependant, leur manque de profondeur et tout simplement de talent, par rapport aux autres sélections qualifiées, pourrait être des obstacles majeurs. Ensuite, en 7, je mets l'Australie, oui, alors que je les avais imaginés deuxième du groupe de la mort. Cependant, je pense que le format intense de ce tournoi ne fonctionne pas bien avec l'âge des cadres, je ne les vois donc pas passer l'étape des quarts de finale. Mais ce que j'adore là, c'est que le niveau est tellement homogène que si l'Australie termine ses JO avec une médaille autour du cou, ça ne me surprendrait presque même pas. Là, de toute façon, on n'est plus que sur des équipes qui ont pour ambition d'aller sur le podium, au minimum. Alors juste après, dans mon power ranking, en 6 vient l'Espagne, nouvelle équipe issue du groupe A. Une équipe coachée par Sergio Scariolo peut toujours créer des surprises dans un tournoi FIBA. Malheureusement pour eux, 5 teams, selon moi, semblent encore mieux armés. Et en 5 vient l'Allemagne, qui pourtant a remporté l'or aux mondiaux. Sauf que cette fois-ci, alors que eux présenteront une équipe similaire, ils verront tous leurs concurrents principaux s'être largement renforcés. Maintenant, à l'usure et à l'envie, on le sait, ça peut aller loin les Allemands, mais face aux 4 équipes que je vais citer maintenant, ça va être compliqué je pense. C'est ainsi qu'en 4, je mets la Serbie, qui comme je l'ai dit, autour de Nikola Jokic sera une force redoutable dans cette compétition. Pas besoin d'en faire plus, même si l'effectif serbe n'est pas le plus profond, la simple présence du pivot les transforme directement en contender. En 3 maintenant, je mets la France, qui sur le papier n'a peut-être jamais eu une équipe aussi forte, aussi profonde, avec de gros noms à tous les postes et un secteur intérieur démentiel. Cependant, je crains une trop forte victoire dépendance, et même si j'espère tout le contraire, pas sûr qu'à 20 ans, le garçon ait déjà les épaules pour porter les tricolores face aux équipes que j'ai classées au-dessus. En parallèle, il y a eu beau avoir des accros et des difficultés en prépa, cette équipe, si tout veut bien rouler, me semble avoir le potentiel pour atteindre le podium. Voilà pourquoi je les classe légèrement au-dessus de la Serbie, même si ça se joue à un poil de fesses. Et au-dessus du coup en 2, je mets le Canada, qui si l'on exclut Team USA du débat, est probablement l'équipe la plus chargée en talent individuel. À côté de ça, Jordi Fernandez a montré lors de la Coupe du Monde qu'il était tout à fait à la hauteur pour coacher ce genre de roster. Si les Canadiens viennent à Paris, ce sera forcément pour faire du bruit. Et enfin, bien sûr, en 1, je mets les États-Unis, les Avengers. La sélection US est plus armée que jamais sur le papier, et elle aura à cœur de laver l'affront de la dernière Coupe du Monde, lors de laquelle Team USA n'a pas obtenu de médaille. Alors les imaginer douter sur certains cartons ou sur certains matchs, pourquoi pas. Même les imaginer perdre lors du match d'ouverture face à la Serbie de Nikola Jokic, je veux bien. Cependant, à la fin de ces compétitions, les imaginer remporter autre chose que l'or me semble humainement impossible à ce jour. Vous en pensez quoi, vous? Et quelles sont les équipes qui termineront sur le podium à côté d'eux?